Alors bonjour à tous, aujourd'hui est le dernier jour de ma première semaine en tant qu'ingénieur stagiaire au Centre spatial guyanais à Kourou en Guyane et je voulais justement vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le travail. Car je pense maintenant connaître une partie du grand mot travail, le travail des études, le travail en bureau, le travail sur chantier. Je voulais parler de légitimité puisque cela me frustre un peu de voir par exemple notre ministre de l'armée qui n'a pas connu l'armée, notre ministre de l'industrie qui ne semble pas avoir travaillé de près ou de loin dans l'industrie, ou même des gens dans les bureaux qui travaillent sur des projets industriels, des chantiers, sans avoir connu la chose sur laquelle ils travaillent. Alors commençons d'abord avec quelques hypothèses. Pour moi, le travail, c'est la perpétuation de l'espèce. Si je prends par exemple un groupe d'humains qui ne travaillent pas, il ne survivra pas. Car dans le travail, je parle d'efforts à fournir afin d'avoir une récompense derrière, qu'elle soit de l'argent, qu'elle soit la production de ressources, qu'elle soit la construction d'un abri par exemple, afin de survivre. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour survivre. La notion derrière toutes nos motivations, dont le travail, c'est notre perpétuation. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, car je pense que tout ce qu'on fait dans la vie ne sont que des déclinaisons de notre volonté de se perpétuer. Ce qu'on appelle plus généralement l'instinct de survie. On peut le voir se manifester au plus pur, de la forme la plus brute lorsqu'on est près d'un ravin, lorsqu'on se fait agresser, lorsqu'on doit se battre, lorsque notre survie est en danger. Mais tout ce qu'on fait aussi à côté dans notre quotidien, manger, parler avec les gens, travailler, ne sont que des déclinaisons de notre volonté de se perpétuer. À partir de là, on peut commencer à penser. Et le travail n'était qu'une manifestation, une nécessité pour survivre. Le groupe d'humains qui ne travaillaient pas mourait. Le groupe d'humains, à l'état de nature, l'Homo sapiens, lors de ses premiers millénaires, s'il ne travaillait pas, c'est-à-dire s'il ne cultivait pas, s'il n'allait pas chasser, s'il ne fabriquait pas d'abris, travaillait aussi au sens relationnel, s'il ne s'alliait pas et négociait pas avec d'autres tribus, d'autres groupes, il mourait. Alors cela, déjà, c'est important à prendre en compte. Alors tout de suite, cette pensée me fait écarter l'oisiveté, c'est-à-dire l'inactivité, l'absence de travail. Puisque dans notre nature, on peut le constater même lorsqu'on achève une tâche, que l'on a une récompense derrière, c'est cela qui nous motive. Lorsque vous allez travailler, cela peut être le salaire, cela peut être la satisfaction du devoir, j'allais dire, de la tâche accomplie, parce qu'on a en nous quelque chose qui nous pousse à résoudre des problèmes. Et qu'est-ce que le travail sinon résoudre des problèmes? Produire un effort afin de résoudre un problème, qu'il soit concret, qu'il soit abstrait. Alors pour rappel, je suis élève ingénieur aux arts et métiers, une école d'ingénieurs française, et je suis en double diplôme avec l'université américaine Georgia Tech en ingénierie aérospatiale, qui est très réputée pour cela aux États-Unis. Et donc j'ai fini mon premier semestre à Georgia Tech récemment, et j'avais 2 semaines, 1 mois de vacances. Et je me rendais compte que même lorsque je ne travaillais plus à l'école, que je ne produisais plus de rapports, que je n'avais plus d'examens, que je n'avais plus de projets concrets, par exemple, je voulais résoudre des problèmes, je voulais travailler, je voulais en fait contribuer au groupe. Parce que derrière le travail aussi se cache non seulement notre survie à nous, mais la contribution au groupe. Le technicien qui va travailler le matin, travailler à l'usine, l'ingénieur qui va travailler dans son bureau d'études, le financier qui va compter, qui va prévoir les tendances ou les marchés financiers, il va travailler pour lui, pour gagner un salaire, mais qu'il ne le veuille ou non, il va contribuer au groupe. Il ne faut pas oublier que la survie de groupe dépendait de notre propre survie, et notre propre survie dépendait de celle du groupe. Donc chacun, dans un groupe, était réparti, ou dans une tribu, si vous voulez parler de manière plus primitive, plus ancienne, chacun dans un groupe était réparti à sa propre tâche. Un était bon au travail manuel, un était bon à la chasse, un était bon à l'exploration, d'autres étaient bons à construire, d'autres étaient bons à parler, à négocier. Et donc chacun contribuait à sa propre échelle au groupe. Alors c'est pour cela que certains vous parlent d'oisiveté, de sorte à ce qu'il ne faille plus travailler. Et moi je pense que cela est source des plus grandes maladies, non pas physiques au sens de la maladie comme le rhume ou le cancer, mais des sortes de moments de perte de sens,
ou même de dépression. À quoi sert-on? Un humain a un ego, c'est-à-dire quelque chose qui lui donne envie d'avoir une place et d'étendre même sa place au sein de la société, de la civilisation, du groupe d'humains dans lequel il vit. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Et ça, même lorsqu'on regarde la pyramide de Maslow, est l'un des besoins les plus essentiels. C'est pour ça que pour moi, l'oisiveté, l'absence de travail, profiter, ne plus avoir à travailler, profiter, ne plus avoir à produire d'efforts, simplement se laisser aller, profiter de la vie, aller dans la piscine, ne rien faire. De manière ponctuelle, c'est très agréable en effet, puisque le repos est essentiel. Mais le repos doit exister quand il y a un travail fourni. Et on peut s'en rendre compte dans tous les domaines, dans toutes les activités. Quel est le meilleur repos? Celui après le travail fourni. Quel est le repos le plus agréable? Se poser dans le canapé après une journée de travail difficile. Manger avec la famille en refuge après une longue randonnée. Le repas après une séance de sport intensive. Le repos est essentiel lorsqu'il est mérité. La récompense n'existe que parce qu'il y a eu un travail derrière. Et lorsque je parle du travail, peut-être parlerai-je du travail au sens labeur, c'est-à-dire lorsque l'on se confronte de plus ou moins loin, mais toujours lorsque l'on se confronte à la réalité, au produit fini. J'en veux pour exemple l'enfant. Comment apprend-il? Comment s'épanouit-il? Il va d'abord toucher la table, même mordre la table. Il va aller courir après l'oiseau. Il va vouloir toucher l'oiseau. Lorsqu'il y a un meuble à construire, il va prendre les planches, les manipuler, les toucher. Avant de théoriser tout cela, avant de théoriser le comportement, la chimie de l'oiseau, avant de théoriser la mécanique, l'étude des matériaux de la table ou du meuble. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme a besoin de se confronter à la réalité sur laquelle il réfléchit, sur laquelle il travaille, avant de travailler. Et c'est pourquoi je reproche à nombreux ingénieurs, c'est cela qui me concerne, je suis élève ingénieur, donc c'est plutôt le milieu que je vais fréquenter. Beaucoup veulent travailler en bureau, beaucoup veulent travailler de manière abstraite sans avoir connu la réalité du terrain. Et pour moi, elle est essentielle. C'est pour ça que j'ai fait ce choix d'aller travailler au Centre spatial guyanais, sur chantier. Ce stage est l'occasion pour moi d'aller échanger avec les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui connaissent le terrain, qui coordonnent, qui sont chefs de chantier, qui travaillent avec des tuyauteurs, des soudeurs. Car la réalité du chantier, du terrain, des contraintes industrielles qu'on ne peut rencontrer qu'à l'usine, sont bien loin des réalités des chiffres, des tableaux Excel ou des PowerPoint. Et je pense qu'on devrait aller dans un sens et non pas dans l'autre. D'abord connaître le terrain, le chantier, les ouvriers, interagir avec eux, les techniciens. Et peut-être aller dans les bureaux, faire du management de projet sur tableau Excel, etc. plutôt que l'inverse. Et ça, je l'ai constaté. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'en parler. Car je pense que je me base sur ma propre expérience, mais dans laquelle je vois une certaine légitimité. J'ai fait, avant de faire ce stage-là au Centre spatial guyanais, chez CGLEC Projet Espace, un stage l'année dernière, l'été dernier, chez Novaspace, une boîte de conseil spécialisée dans le spatial. Donc ils font des analyses de marché, des analyses stratégiques pour le CNES par exemple. Et l'une de mes missions était de cartographier l'écosystème industriel du CSG, les partenaires industriels du CNES, leurs activités, leur interface. Et tout de suite, au fond de moi, je sentais que j'avais un problème de légitimité. J'étais sur des tableaux Excel ou sur Power BI à cartographier des interactions des industriels, leurs déplacements, leurs activités, sans avoir connu le terrain, sans jamais y être allé. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, plutôt que de travailler en bureau sur quelque chose que je n'ai jamais vu, je vais aller directement faire un stage de 6 mois, mon stage de fin d'études, au Centre spatial guyanais. Pas seulement pour ça, pas seulement pour voir, pour y contribuer, pour apprendre, pour même y rester travailler plus tard. Mais c'est de cette manière que je me suis dit que l'apprentissage n'est jamais aussi grand, aussi fort que lorsque vous allez voir la réalité des choses, vous y confronter. Et je parlais également avec un retraité qui a travaillé longtemps dans l'industrie. Il m'a dit, si tu veux apprendre, il faut aller
d'abord dans des travaux opérationnels, sur terrain, à l'usine, puisque la répercussion de tes choix sont les plus directes. Lorsque je travaille en bureau où la temporalité des tâches, la conséquence de mes choix est très longue, je ne vois pas ce que je fais de mal, je ne vois pas concrètement quel est l'impact derrière cela. Tandis que si je travaille sur le terrain, sur le chantier ou dans un bureau près des chaînes d'assemblage d'avions ou de lanceurs, mes choix auront des conséquences concrètes. Alors je pense que c'est le mieux pour apprendre. Et en parlant de bureau d'études, d'avions, j'ai fait mon tout premier stage de 2 mois aussi chez Airbus. Et notre premier stage en école d'ingénieur est un stage justement ouvrier. Et moi j'avais mal pensé justement. Avec le recul, je n'aurais pas fait ce choix. Mais je me suis dit non, je ne serai pas ouvrier, je vais direct aller chercher un stage en bureau d'études chez Airbus. Et j'ai eu la chance d'être pris chez Airbus, donc même si c'était en bureau d'études, j'y suis allé. Mais au final, je n'ai jamais autant appris, je n'ai jamais même autant été épanoui que lorsque j'allais visiter les usines de l'A350, de l'A380, aller parler avec les ingénieurs essais au sol ou en vol. Je n'ai jamais autant appris qu'en interagissant avec ceux du terrain, qu'en voyant le terrain. Alors quand je parle de terrain, je parle de l'usine, je parle des chaînes d'assemblage, je parle des chantiers sur lesquels il va y avoir de nouveaux projets. En fait, quand je parle de terrain, je parle de confrontation directe, de vue directe de la réalité des choses. Et pour revenir encore un peu en avant, lors de mon admission aux arts et métiers, j'ai trouvé que la légitimité de cette école est de nous faire des TP, des travaux pratiques, de soudage, de forgeage, d'usinage. Alors lorsqu'on va être ingénieur cadre, on peut se dire mais tout cela ne sert à rien. Mais si, puisque tout d'abord on se confronte à l'usine avec des machines industrielles, il y a aussi des techniciens, des ouvriers avec lesquels on peut interagir. Et ceci est très précieux. Puisque lorsque vous irez en tant que cadre, chef d'usine, ou même en bureau, lorsque vous devrez prendre des décisions qui sur le cycle de vie d'un produit aura des répercussions concrètes sur les ouvriers, sur les techniciens, eh bien il vaut mieux avoir vu ce qu'ils font, vu quels sont les aléas quotidiens, les problèmes d'outils, des détours à faire, des rebuts de pièces usinées, des problèmes de stockage, d'approvisionnement, des embrouilles entre ouvriers et techniciens ou avec leurs supérieurs hiérarchiques, des problèmes humains. Tout cela, les tableaux Excel ou les PowerPoint n'en prennent pas en compte. Et comme j'ai dit, d'autre part, voir les choses, les toucher, voir comment elles fonctionnent, voir dans quel sens elles interagissent, les voir en 3 dimensions, là est la première source d'apprentissage. Alors pour résumer, je dirais que lorsque vous voulez apprendre, lorsque vous voulez travailler sur de nouveaux projets, y contribuer, allez d'abord voir tout ce qui fait l'avancement de ces projets, tout ce sur quoi ils sont basés de manière concrète, le chantier, l'usine qui permet de produire les pièces qui contribueront à ce projet, ou même dans le secteur économique, commercial, financier, vous pourrez vous dire oui, là il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture à concevoir, il n'y a pas de meubles à construire. Mais si, les projets financiers sur lesquels vous allez travailler, par exemple si vous travaillez en financement de projet, vous allez travailler sur des projets. Indirectement, que vous soyez en banque, dans le tertiaire, allez voir les choses qui vont être au premier, deuxième ou troisième ordre impactées par ce que vous faites. Quand je dis aller voir, c'est peut-être rien qu'une visite ou un échange avec quelqu'un qui travaille directement dessus. Et peut-être qu'à partir de là, déjà, les relations entre ingénieurs, techniciens, supérieurs dans l'entreprise, financiers, seront peut-être meilleures, car tout objectif stratégique, financier, a des répercussions directes sur la production. Et peut-être que l'on peut voir ici une limite à tout ce qui est intelligence artificielle, numérisation, conseil, digitalisation, travail sur ordinateur, en bureau sur logiciel. Tout ce qui est en fait de l'ordre du secondaire ou du tertiaire dans la chaîne de valeur, tout cela n'est basé que s'il existe un secteur primaire de la production, du concret, de la réalité. Alors si l'on travaille dans le secondaire, dans le tertiaire, allez voir ce secteur primaire, essayez de le comprendre, essayez de vous y confronter.
pour mieux apprendre et contribuer. Merci à vous.